32 décembre, Enki Bilal, le titre du nouvel album. Merci Enki Bilal d'être avec nous aux Humanités Associées. C'est un album événement, comme à chaque fois. On pourrait dire que le dessinateur de bande dessinée est aussi évidemment un artiste, au-delà du cinéaste que vous êtes aussi, qui est en train de préparer un film. Et là, il y a dans cet album tout l'univers d'Enki Bilal qui réapparaît. Et un univers qui finalement nous amène totalement ailleurs, dans un monde obscur. C'est le reflet, enfin, c'est un des reflets que je vois dans le monde que je vis, dans lequel nous vivons. Je suis un grand consommateur d'actualité, je m'intéresse à ce qui nous est arrivé, à ce qui nous arrive et à ce qui va nous arriver. Donc c'est toujours un peu une conjugaison de ces trois éléments du temps qui fait que j'essaie de travailler dans une espèce de prospective tout en laissant libre l'imaginaire. Donc c'est par ce biais sans doute que j'arrive parfois à mettre le doigt sur des événements qui ne sont pas arrivés et qui vont arriver. Ouais, l'album précédent était prémonitoire d'une certaine façon vers notamment la description d'attentats. On a vu le 11 septembre depuis. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un monde aussi terrible. Hein. C'est le même. Comme c'est une trilogie, ça c'est le deuxième volet. Donc là, il y a... disons que c'est la suite. En fait, si je devais faire se dérouler dans un temps, dans une durée, les trois albums, je pense que ça durerait 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est la vie de 3 personnages, principalement 3 personnages, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, mais 3 orphelins de Sarajevo qu'on retrouve 30 ans plus tard, donc dans un monde qui finalement est le reflet de celui qu'ils ont connu à leur naissance, sous les bombes et sous... C'est une façon de parler aussi de la mémoire, bien sûr. Ouais. Alors, cette mémoire qui vous ramène à Sarajevo, parce que Sarajevo, c'est un mot aussi dans votre œuvre, d'une certaine façon. Ça exprime quelque chose. C'est un symbole. Ouais. Oui, on peut dire que Sarajevo... alors, c'est injuste aussi de ramener l'éclatement de la Yougoslavie, le drame des Balkans à Sarajevo. Il y a eu aussi Vukovar, il y a eu Srebrenica. Il y a aussi Belgrade. Il faut dire aussi qu'il y a une souffrance à Belgrade. Il ne s'agit pas de dire ici maintenant les mauvais sont d'un côté et les bons de l'autre. Donc il y a eu de la souffrance partout, de la souffrance provoquée par des nationalistes qui sont de tous les bords et qui ont produit des choses monstrueuses et qui ont gâché surtout un pays qui aurait très bien pu être déjà européen, mais au sein de la communauté européenne. Et donc c'est effectivement Sarajevo symbolise un peu tout ça. Symbolise aussi ce qu'il a été, cette ville qui a été magnifique et qui a été un mélange de culture, de religion, qui était très vivante, enclavée comme ça dans des montagnes, mais d'une vraie vie, d'une belle vie. Et elle symbolise le gâchis de cette guerre. Ouais. Et il y a évidemment le personnage, le personnage maléfique dans ce livre qui réapparaît avec cette tête démantibulée comme une œuvre d'art aussi, parce que finalement la mort dans ce monde-là devient presque une œuvre d'art. Ça c'est terrible, mais il faut le voir évidemment avec un tout petit peu de recul. Là je me suis un petit peu amusé quand même, parce que sinon s'il n'y avait pas de second degré ou un tout petit peu de recul, je crois qu'effectivement ce serait un livre assez terrifiant. Là il y a comme ça, c'est une forme de posture. Warhol, donc déjà il y a un double clin d'œil, le fait que ça soit en anglais, ça veut dire le trou de la guerre, ce qui évoque le début du sommet du monstre, et puis en même temps il y a un clin d'œil à l'artiste Warhol, même s'il n'y a pas de correspondance directe, se prend en fait pour un artiste en essayant de s'exprimer par le mal suprême. Il considère que l'art suprême, c'est le mal suprême. Et en ça, et c'est terrible aussi d'une certaine manière, il rejoint la réalité. Et ça m'a extrêmement troublé aussi, parce que lorsque j'ai commencé 32 décembre, c'était en l'an 99 ou 2000, on était au début du siècle, et évidemment le 11 septembre 2001 n'était pas encore arrivé. Et lorsque j'ai vu les conséquences et surtout la manière dont ces 2 tours à New York ont disparu dans une espèce de gerbe extrêmement esthétisante, presque un effet spécial de cinéma hollywoodien, en temps réel, vu par toute la planète, il y a vraiment eu quelque chose de terrible. J'ai pensé à une performance d'artiste fou, un malade mental qui aurait décidé de faire un happening artistique. Et c'est là que la réalité rejoignait aussi les travaux de ce Warhol. Il y a de mini-bombes atomiques qui explosent, des serves d'invitation, des critiques qui meurent et qui presque s'en réjouissent parce que le spectacle était beau. Oui, ça aussi, c'est un petit peu c'est le jeu. Il y a un côté
ludique dans ça. Ouais. Alors c'est vrai, jouer avec l'horreur, c'est peut-être pas très moral, mais en même temps, dans cet album, il y a les trois personnages, ils sont quatre même, comme les trois mousquetaires, et il y a, je pense, beaucoup plus de chair, de sensualité, de désir. Et ça, c'est profondément humain. Donc, quelque part, dans un monde que je représente terrible et terrifiant, moi, le premier, en tant qu'auteur, j'ai besoin de donner et de recevoir de mes personnages de la sensualité et de l'amour. Et la mémoire, à certains moments, c'est l'amnésie, le fait de perdre la mémoire, finalement dans une œuvre qui nous ramène, c'est pas de la science-fiction, parce que vous le dites, on est bien dans le présent, la mémoire. On a peur de la perdre. Alors déjà, on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. La mémoire collective, j'entends, celle qui devrait nous guider ou nous permettre de naviguer de manière plus sereine, de naviguer de manière plus intelligente. Là, on a l'impression que vraiment, on est incapable de gérer ça. Ça, ce sont les systèmes aussi peut-être politiques, économiques. Maintenant, on n'est plus dans le politique, on est dans l'économique, on le voit bien, qui font que d'abord les intérêts en premier, les intérêts immédiats, cette incapacité aussi à voir plus loin, voir un peu plus loin que peut-être le bout de sa carrière. Ou alors si on voit loin, la preuve, toutes les manifs qu'il y a en ce moment, on voit loin, à 20 ou 30 ans, on voit les retraites, savoir qu'est-ce qu'on va toucher, pourquoi on va travailler 2 ans de plus ou 2 ans de moins. C'est un peu dérisoire ça aussi. C'est mon point de vue, parce que peut-être que dans 20 ou 30 ans, on n'aura pas d'air à respirer. Donc, alors là, on va dire, vous êtes pessimiste. Ça, vous l'entendez à chaque fois, ça. Je suis lucide, mais c'est un peu dommage de se préoccuper de l'avenir que pour parler de retraite, non ? Ouais. Si on se préoccupait de l'avenir en parlant précisément je sais pas, du trou d'ozone, d'écologie sans faire de messages un peu naïfs, c'est pas ça. Je suis pas du tout un engagé à ce niveau-là, mais en tant qu'auteur ou artiste, je me sens le droit et même le devoir sinon de provoquer, du moins de dire clairement les choses. Cet engagement, finalement cette revendication de l'engagement dans votre œuvre, je ramène à ce que vous disiez au début, c'est l'enfance, c'est forcément les souvenirs de la Yougoslavie, de Tito, c'est forcément ce monde où l'on est victime, où l'on peut être victime, on peut perdre sa liberté. Peut-être que ça doit avoir, ça a dû laisser des traces, mais ça n'a pas été de la souffrance. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'a été la guerre de 91, 95, 16. Mais il doit y avoir de ça, mais c'est peut-être aussi le fait ayant vécu ça, je me pose des questions différemment, ayant été déplacé de manière pacifique. Je n'ai pas fui, vraiment. C'est mon père qui a décidé de partir, de quitter la Yougoslavie. Mais quand je l'ai rejoint, c'était des retrouvailles. Donc j'étais dans une vie normale, mais qui s'ouvrait sur une autre culture, sur une autre langue. Et ce déplacement, peut-être aussi, m'a marqué, parce que je crois qu'il faut être assez vigilant, assez lucide. Il faut profiter de tout ce qu'on vit. Il faut prendre le temps de vivre avec une certaine qualité. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui font que peut-être mon travail prospectif est dur et violent. Et dans la bande dessinée, pour moyen d'expression, parce que finalement, c'est pas un moyen tellement aujourd'hui utilisé comme moyen finalement d'expression d'un certain engagement, vous vous considérez comme un auteur de BD ou au-delà, finalement, un artiste, parce qu'il y a des expositions de vos dessins, de vos œuvres, et les dessins sont sublimes, et demandent un travail, j'imagine, très long, c'est 5 années ou presque pour faire un album. Oui, je ne fais pas que ça, et je pense pas qu'il faille trop passer de temps sur un album pour ne pas justement le figer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une énergie. Mais en tout cas, c'est un vrai travail, bien sûr, et alors je ne sais pas, je me considère comme l'auteur de mes livres, de mes films, et c'est déjà énorme, donc... je ne pense pas réellement aux conséquences, notoriété et tout ça. C'est pas ça. Le but, c'est de prendre du plaisir. Et c'est en prenant du plaisir qu'on évolue aussi. Parce que dès qu'il y a répétition, il y a lassitude. Et j'essaie d'éviter ça. Il y a un langage cinématographique dans la bande dessinée. Et en même temps, utiliser les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire la visualisation des choses telles que l'on peut l'imaginer. Oui, enfin la bande dessinée, en ça, je pense que c'est un moyen d'expression extrêmement moderne en fait. Ça fait longtemps que la bande dessinée existe, enfin moins longtemps que l'écrit, la littérature, mais c'est un art neuf malgré tout et surtout très très vivant parce que économiquement
il ne nécessite pas des investissements énormes. L'artiste, l'auteur est libre, il peut travailler seul. Donc, les éditeurs sont de plus en plus à l'écoute, donc ils laissent une marge de manœuvre à leurs auteurs, ce qui est très très bien. Et par conséquent, le secteur est extrêmement porteur. Enfin, en termes économiques, c'est vrai que c'est le secteur de l'édition qui se porte le mieux. Et c'est très varié en même temps, beaucoup de graphismes différents, autant de graphismes que d'auteurs finalement. On gagne une certaine forme de liberté. C'est-à-dire qu'on voit dans vos albums, vos premiers albums, une grande évolution aujourd'hui dans la mise en forme, dans la mise en case, on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire des images éclatées, l'utilisation de la couleur d'une manière extrêmement variée d'une planche sur l'autre, où vous exprimez finalement des ambiances. Vous avez l'impression on gagne en liberté. C'est-à-dire la bande dessinée nous emmène vraiment dans des univers. Oui, moi je crois que c'est un langage, c'est un moyen de dire des choses très, très, très puissant. Et par exemple, on parle d'évolution, mais dans le 32 décembre, et déjà même dans le Sommet du Monstre, le texte, par exemple, gagne en importance. Du texte off aussi, hein, typographié. Comme une voix off. Comme une voix off, c'est effectivement une histoire à 3 voix. Donc ça, c'est important aussi, c'est ne pas considérer la bande dessinée comme un moyen un peu figé. Ça peut être très conservateur, hein. C'est un milieu qui peut être conservateur, les références aux grands anciens, Hergé, l'école belge, etc. Donc il faut le prendre aussi comme quelque chose de très, très évolutif et de très, très libre. Cette bande dessinée, c'est donc une date, 32 décembre. Vous parliez du 11 septembre, évidemment, tout à l'heure. Les dates ont une importance, notamment dans les œuvres de science-fiction. Il y a quelque chose qui se fiche sur un jour donné. C'est l'idée de départ du titre de cet album. C'est un accident temporel. En plus, 32 décembre, l'idée m'est venue à la fin du premier volume. Donc, avant même de savoir ce que j'allais mettre dans le deuxième, j'avais le titre. Et c'est un titre qui m'a plu. Je ne sais même pas comment ça m'est venu, mais le simple fait qu'il me fascine m'a fait que je l'ai retenu. Je me suis engagé à le garder comme titre et à éventuellement lui trouver une explication. Donc je vais trouver une explication dans le livre, mais c'est effectivement une ouverture sur autre chose. On n'est plus dans le temps réel. Et les textes qui sont aussi très beaux, qui accompagnent ces bandes dessinées en voix off. Je serrai très fort son corps, cette nouvelle pour anthracite tout droit sortie de mes cauchemars, très fort et très longtemps, comme pour tenter d'en conjurer l'extravagance. Et évidemment, le texte nous amène aussi dans cet univers Enki Bilal. Le bonheur aujourd'hui pour vous, c'est de voir une bande dessinée comme ça, finalement aussi originale, aussi personnelle, rencontrer un public aussi nombreux. Oui, bien sûr que c'est un bonheur. Il y a eu le bonheur de faire déjà, d'écrire, bien sûr, beaucoup. L'écriture compte énormément. D'écrire, de peindre, de fabriquer un livre, avec un éditeur qui y croit aussi. Donc c'est bien de se sentir soutenu. Et puis, alors, effectivement, ce succès qui est... c'est surprenant. Moi, ça me surprend parce qu'il y a beaucoup d'exigences dans un travail comme ça. Et ça demande beaucoup de travail aussi au lecteur. Donc, ce ne sont pas des livres qu'on peut lire en une fois. Il faut revenir dessus. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien aussi des films, parfois, qui demandent un peu de travail de la part du spectateur. Donc, je suis doublement heureux, évidemment. Merci, Enki Bilal. 32 décembre, c'est le nouveau livre, nouvel album. Et plus que ça, même. Merci d'avoir été l'invité de TV5. Merci. Merci.